Autant que la liberté de la presse est un droit, l'encadrement ou la régulation de cette presse est un devoir. C'est pour ça que le CESAC existe, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais comment réguler la presse en ce temps, en cette ère du numérique où tout va si vite? Comment réguler la presse en ce moment où, en République démocratique du Congo, la politique domine tout autre sujet d'actualité? Est-ce que le CESAC va-t-il réussir à la place de la haute autorité de médias? C'est des questions que l'on se pose. Pour répondre, nous avons été chercher le responsable de cette institution, Maître Christian Bossembe, qui a accepté notre invitation et il est prêt à répondre à toutes nos questions. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier d'abord parce que vous êtes fidèles. Votre fidélité est un moteur pour cette émission. Choc d'idées vit parce que vous êtes là, vous abonnez, vous continuez à regarder. N'arrêtez pas et nous allons continuer à aller chercher ceux qui ont des réponses à vos questions. Maître Christian, bienvenue. Salut. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est vrai qu'on s'est raté, mais ça valait la peine d'attendre. Se partager, et j'apprécie bien évidemment ce que vous faites. Donc, je n'ai pas hésité quand vous m'avez lancé l'invitation. Je me suis dit, au milieu de tout ce que j'ai comme charge, je viendrai répondre à vos questions. Et soyez-en rassurés, je serai toujours présent. Cette ouverture est très, très encourageante. Merci. Pour nous qui commençons et pour toute la presse, hein, en réalité. Vous commencez bien, vous êtes la relève. J'estime que vous faites très bien. Le fait pour vous d'avoir pas seulement la capacité de poser des questions, mais surtout d'écouter, parce que ça, c'est un véritable problème de notre presse aujourd'hui. Donc, les gens ont des questions, mais ils ne veulent pas entendre des réponses. Et c'est ça ce qui est très compliqué, parce que une émission, c'est un échange, c'est une discussion. Mais si déjà on a des a priori et on a des préjugés, ça vaut même pas la peine d'inviter quelqu'un. Mais quand vous, j'ai suivi quelques émissions que vous avez eu à faire, j'ai vu une certaine classe, une certaine hauteur. Vous laissez les gens parler et vous les écoutez. Et quand il faut relancer, vous relancez. C'est ce qui est important. Contrairement à d'autres, ils ont des questions et des réponses. Donc, du coup, l'invité c'est compliqué. est là, comme une victime expiatoire. Voilà, c'est ça qui est dérangeant. Mais je crois que vous faites très bien. Poursuivez, parce que la profession du journaliste est très difficile. Il est en même temps vacillant, ou vacillante, pardon. Mais la constance fera l'effort. La différence. Merci beaucoup. Venant de vous, c'est très encourageant. Merci. Merci beaucoup. Je disais tantôt que vous êtes à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais au-delà de ça, vous êtes maître, parce que vous êtes avocat, et vous êtes surtout coach des vies, on peut dire comme ça, parce que vous êtes les speakers principaux d'une école, que vous appelez l'école de la sagesse. Qui d'ailleurs, on ne voit plus. Hein, si on reprend en JA, on avait un problème, c'était le présentiel. Je suis fan du présentiel. Et je crois génétiquement, je suis même porté par la contradiction. Donc j'aime bien discuter avec les autres. Et l'école de la sagesse, ce n'est pas un centre où il y a un maître absolu. Non, c'est simplement une discussion. Une discussion. Nous échangeons sur des questions vitales, sur les questions de la société. Et on avait perdu ces moments-là. Donc maintenant, nous avons trouvé un cadre et nous travaillons pour que ce cadre soit un cadre pas seulement formel, mais un véritable cadre qui pourra nous réunir tous. Donc au mois de juillet, nous signons notre rentrée et ça sera pour de très belles choses. On viendra peut-être visiter. Ça sera un grand plaisir. Ça se voit que vous y tenez parce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres responsabilités, on peut dire quasiment étatiques, mais vous n'arrêtez pas de rencontrer les gens pour parler des sujets de la vie. Moi, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. À quel moment dans une vie, on se réveille le matin, on se regarde devant sa glace, on dit, tiens, je suis un sage, il faut que j'aille parler aux gens de la sagesse de la vie. Alors, je crois même que si on se pose la question, si on se réveille un matin et on se considère comme sage, il faut beaucoup s'inquiéter. Il faut beaucoup s'inquiéter. Oui, beaucoup s'inquiéter. Donc, on sait qu'on n'est pas encore sage, puisque le sage est dans la perpétuelle quête de la sagesse. Donc, on n'atteindra jamais la sagesse, puisque c'est une perfection. C'est même le siège de Dieu, la sagesse. Mais c'est quand on se rend compte qu'on a plus de questions et qu'on a besoin de réponses, et on va chercher la réponse dans l'ignorance des gens. Et parfois, on a même besoin de réponses dans le silence des gens, dans les contradictions des gens, dans les problèmes réguliers des gens. On trouve des réponses. Et ce sont ces réponses-là qu'on essaie d'harmoniser, qu'on essaie d'ordonner, d'organiser
afin de donner aux autres. Et moi, je pense que c'était ça. Mais aussi, il faut dire que la plus belle rencontre de la vie, c'est celle qu'on fait d'abord avec soi-même, c'est vrai, mais surtout le contact humain qu'on a avec les autres. Lire la tristesse des gens, lire les problèmes des gens, la joie des gens, la colère des gens, voir les hommes grandir, mourir, évoluer, c'est formidablement spécial, c'est un enseignement important. Et donc, vous pouvez voir les riches devenir les pauvres devenir les riches. Donc, vous comprenez tout de suite l'inutilité de la vie, vous trouvez la difficulté dans la souffrance des gens et vous trouvez l'ennui dans la réussite des autres. Bref, tout ça, c'est une merveille. Et donc, moi, ça va faire comment? C'est depuis 2016. Vous l'avez commencé à la télévision. J'ai décidé de dire, on va commencer à faire ça. Mais avant, c'était en face à face. Je te rencontre, j'essaie de te parler et j'essaie de voir comment ça se fait. D'abord la radio, la télévision. Et puis voilà, je me dis, pourquoi ne pas me lancer également? Et on a fait cette école depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous y tenons. Et je pense qu'on on est en train de faire un travail et ce travail va continuer. Mais vous êtes le speaker principal. Moi, la forme révèle énormément le fond. C'est vous qui parlez le plus souvent, c'est vous qui abordez les questions de la vie. Je répète un peu ma question, ça veut dire, à quel moment cette confiance-là vous vient? Vous dites, bon, ok, je vais me prêter à n'importe quel type d'auditoire, parce que vous y recevez des gens qui ont beaucoup vécu, plus que vous, qui ont une expérience excessivement longue, mais vous dites, c'est moi qui vais dire, je vais leur dire ce que je pense de la vie, avec ma petite expérience. Comment on en arrive là? Alors, je crois que c'est un appel. Un appel, mais en même temps, c'est comme, on va dire, une mission que vous avez au fond de vous. Et cette mission, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller à la rencontre des autres. C'est d'écouter les autres. Moi, je peux dire que j'ai une qualité, parmi les qualités que j'ai, je pense que la qualité que j'ai, c'est la qualité d'écoute. J'écoute beaucoup les gens et ça me permet de mieux les comprendre. Parce que je pense que quand on n'a pas entendu, on ne sait pas attendre. Donc, j'entends et puis j'attends le moment. Et j'ai entendu longtemps et j'ai attendu aussi longtemps et j'ai agi directement. Ça veut dire que ce n'est pas un déclic, mais pour la petite histoire, c'était sur base d'une injustice que j'ai finalement vécu dans ma vie. C'était plutôt un fait bénin. C'était un colonel qui se fâchait contre un roulage et je ne comprenais pas. Et tous les deux étaient victimes d'une certaine incompréhension. Le colonel disait qu'il était colonel, le roulage faisait plutôt son travail. Alors, cette ignorance grandissante dans le deux, je me suis dit, mais tiens, comment ne pas essayer d'ouvrir certaines perspectives, dire aux gens ce quand vous savez que vous devenez plus redevable. Et quand vous ne savez pas, vous êtes une victime. Alors, au lieu d'attaquer la victime, on aide la victime. Voilà pourquoi les ignorants ne sont pas des gens à tuer, c'est des gens à enseigner, à encadrer et à protéger. Et quand on est sage, quand on est intelligent, quand on a la force, quand on a de l'énergie, ce n'est pas un avantage, mais c'est pas un privilège, pardon, mais c'est une responsabilité. Et donc, c'est cette façon de revoir les choses, de redéfinir les choses. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller là? Et après, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de questions de la société, la mort, l'échec, vous voyez, les soucis, la dépression, et comment on vit avec, et toutes ces choses-là, la perte de notre chair, comment on vit, toutes ces choses. Et finalement, je me suis posé des questions existentielles. Et j'ai essayé de répondre à ces questions-là. Et je me suis rendu compte que les gens commençaient à suivre et les gens se retrouvaient dans ce que je disais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des résultats? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sentent désormais mieux, qui sont beaucoup plus bien dans leur peau. Il y a des témoignages. Est-ce que vous avez des témoignages où on a plutôt tendance, comme on le dit aujourd'hui avec les coachs de vie, que c'est un espoir dans le vide qu'on donne aux gens au lieu de les laisser aller affronter leurs problèmes? Je me rappelle un jour, j'étais encore journaliste. Un monsieur est venu me voir pour me dire, mais écoute, je vous dois tout. Et je ne savais pas pourquoi. Il me dit, un jour, j'allais me tuer, j'allais me suicider. Et j'ai suivi une de tes émissions, j'ai arrêté de me suicider. J'ai dit, à Kinshasa, je ne le ferai plus et je vais te suivre, je vais t'écouter. Et quand il m'a écouté, il a eu plus de raisons de vivre. Alors, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, mais c'est normal, tu allais te tuer, pourquoi? Puisque tous les problèmes ont des solutions. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Ça existe. Il faut continuer. Et des gens comme ça c'est un cas, mais il y en a plein d'autres. Des gens qui étaient au bord de leur divorce et puis ils ont entendu, puis sont revenus à la raison. Des orphelins qui pensaient que tout devait être bien pour eux, mais après ils se sont rendus compte. Bref, des questions, des vies comme ça, que les gens finalement se sont rendus compte que la bonne décision, c'était plutôt d'attendre un peu. Parce que moi, je dis toujours aux gens, la chose est simple. Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème maintenant,
laissez-le. Laissez-le. Ce n'est pas que le temps va le résoudre, puisque le temps n'a pas de vertu thérapeutique. C'est que vous allez apprendre à mieux comprendre la chose. Parce que quand une chose Vous avez arrive... des reculs dans votre regard. Quand une chose arrive, ça arrive avec un vent, avec beaucoup de choses, et vous n'allez pas vous en sortir. Il faut parfois laisser les choses, et le temps va finalement finir par remettre les choses à leur place, et ça vous donnera la possibilité de décider. Voilà pourquoi ce qui est difficile hier ne le sera peut-être pas aujourd'hui. Mais c'est toujours vous la même personne, c'est toujours le même problème. Mais qu'est-ce qui change? C'est la perception et la conception des choses. Donc je pense que ce sont des états des choses qui ont fait véritablement aider plusieurs personnes à comprendre les choses, à passer leur vie de jeunesse, à passer leur vie de difficultés, les stress, ainsi de suite. Je pense que ça a aidé plusieurs personnes et aujourd'hui, si les gens continuent à nous suivre, c'est en fonction de cela. Parce que moi, j'ai dit aux gens, ne vous plaignez pas. Ça, c'est le 1, parce que de toute façon, se plaindre ça ne règle aucun problème. Et ne pas non plus faire quelque chose ne règle pas non plus le problème. Donc, ce qui est plus important, c'est d'appréhender la chose, comprendre la chose et trouver des solutions. Et je dis aux gens que, voilà, Satan n'est pas sur terre. Il ne vit pas avec nous. Ça ne sert à rien de l'accuser continuellement, puisqu'il ne sera pas jugé 2 fois. Il a déjà été jugé, il le sera, ça reste là. Mais le plus important, c'est que toi, tu regardes qu'est-ce que tu as, quelle est ta part de responsabilité, même quand ça fait mal. Et un adage, je dis toujours, accuse tout le monde, mais ne t'oublie pas toi-même. Donc, ça ne sert à rien d'accuser les gens. Accuse toi-même d'abord. Essaie de voir, est-ce que je suis l'auteur de ce qui m'arrive? Si tu n'es pas l'auteur de ce qui t'arrive, c'est que tu es en train de passer une étape importante. Parce que dans 10, 15 ans, 20 ans, les gens vont passer par là et ça sera toi qui devras leur dire les choses à faire. Et je pense que de façon technique, ça a marché. Et moi-même, personnellement, j'ai vécu ça quand je parle de gens, quand je parle des orphelins. Parce que moi-même, je suis un orphelin depuis 22 mois, quand j'avais 22 mois. Donc, quand je parle aux gens qui ont échoué dans la vie ou des échecs scolaires, moi, j'ai échoué, j'ai raté mon diplôme. Donc, quand je parle aux gens qui vivent dans la galère, que ça peut marcher un jour, j'ai vécu dans la galère. Donc, c'est ce que c'est. Donc, vous avez de l'expérience de ce que vous dites. En tout cas, pour la 90% de choses, je ne dis que ce que j'ai vécu ou ce que j'ai vu les gens vivre, mais pas vraiment raconter juste des histoires pour faire plaisir. Donc, vous n'avez pas de théorie toute faite. Pas du tout. Voilà pourquoi j'ai dit toujours que je ne suis pas un coach de la vie. Je suis plutôt, voilà, j'essaie de... Donc, le code de la sagesse, c'est beaucoup plus un partage d'expérience. C'est vraiment un partage. C'est vraiment un partage. C'est un cadre d'échange. On essaie de parler de ce que nous pensons. Et on essaie de voir les standards de la réussite parce qu'il faut changer la mentalité. Donc, c'est quoi une réussite? C'est quoi la beauté? C'est quoi l'échec? C'est quoi tout ça? Toutes ces choses, c'est quoi la responsabilité? Parce que pour plusieurs personnes, ils pensent que responsabilité, c'est fonction. Ils pensent que responsabilité, c'est mariage. Ils pensent que responsabilité, c'est engagement. Ils pensent que responsabilité, c'est l'âge. Pourtant, responsabilité, c'est savoir répondre à des questions. Point. Et donc, il y a bien des choses comme ça qu'on essaie de, voilà, de changer les choses. C'est le plus important. Après une brillante carrière de journaliste, parce qu'on doit se le dire, vous avez animé des très grandes émissions à ces pays. Je me rappelle des duels, je me rappelle des critiques info, je me rappelle des face-à-face. Subitement, on vous nomme en 2022 au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous qui n'avez jamais fait de la politique, vous n'avez jamais été dans un parti, quoique vous aviez des opinions tout de même assez arrêtées, on peut dire, que vous n'aimiez peut-être pas, par exemple, pas le régime passé, vous le critiquiez. Je ne le portais pas. Vous ne le portiez pas, mais vous étiez de temps en temps tendre avec ces régimes ici, vous le corrigerez. Vous le corrigerez si je dis des erreurs. Mais vous devez cette nomination à quoi exactement? À votre capacité d'analyste politique ou à votre rapprochement, je veux dire, politique à ces régimes? En tout cas, je peux vous rassurer, les jours où je rencontre encore le chef de l'État, je lui poserai la question, pourquoi m'a-t-il nommé? Il n'a jamais répondu à la question. Non, je lui poserai la question, parce que là, je ne saurais pas... Vous savez, la réponse, la réponse à la question, c'est... Généralement, c'est celui qui nomme qui sait pourquoi il nomme. Mais celui qui est nommé, c'est seulement ce qu'il doit faire. Tout ce que moi, je sais, c'est ce que je dois faire. Mais pourquoi m'a-t-on nommé? Ça, je n'en sais rien. C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'est lui qui a voulu que je sois son délégué. Mais par contre, pourquoi m'a-t-on élu? Oui, ça, je sais. Parce que j'avais plutôt un programme consensuel. Je parlais aux amis qui étaient là. Ben, écoutez, moi, si vous le faites, voilà ce que je vais faire. Et j'ai une pensée, je connais, je peux apporter ceci, je peux apporter cela. Et je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Et je pense qu'ils ont vu en moi une certaine... je ne veux pas dire des mots qui vont peut-être choquer, mais ils se sont rendus compte que je n'avais pas de problème avec les gens.
Je ne vis pas. Je suis, bref, ce n'est pas pourtant ce qui s'est dit depuis que vous êtes à la tête du CESAC. On dit que vous êtes venu museler plutôt la presse, que vous tapez sans recul sur les journalistes qui essaient de défendre une opinion contraire au régime. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent à ceux qui veulent mettre de l'ordre. Ça arrive toujours. Ah oui. C'est ce qu'on dit. On dit ça. Vous êtes juste une victime de l'ordre. Oui, je suis juste celui qui pense qu'il faut mieux faire les choses. Et je comprends que ça dérange les gens. Mais vous allez le remarquer que je n'ai généralement pas de problème avec les gens. Pas du tout. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et je ne me rappelle même pas la dernière fois où je me suis engueulé avec quelqu'un directement. Parce que je sais éviter le problème. Parce que je sais que ce n'est pas le bon moment quand on est en colère. Ce n'est pas le bon moment non plus quand on est dans la joie. Donc, j'essaie de ne pas pousser jusque-là. Mais c'est vrai que quand on m'a désigné comme délégué du président de la République, c'était une responsabilité pour moi énorme. Et je me suis dit, mais pourquoi le président a pensé à moi? Il y a tant de jeunes au Congo plus intelligents que moi, plus éloquents que moi. Parce qu'on va dire quoi? J'étais journaliste, mais il y en a des journalistes mieux que moi. Il y en a même qui ont fait le journalisme. Et il y en a qui ont, au-delà du journalisme, ils ont fait d'autres formations. Donc, je ne vois pas sur un élément où je suis le premier ou l'expert. Non, sur tous les éléments qu'on peut se représenter ici, il y a des gens mieux outillés que moi. Mais après, ce qui va compter le plus, c'est est-ce que je suis capable d'honorer cette ordonnance présidentielle? Et la manière pour moi d'honorer l'ordonnance présidentielle, c'est de mettre de l'ordre dans la profession. C'est de combattre toute forme d'injustice, toute forme de violation de la loi. Donc, essayer de combattre l'insalubrité dans la presse. Et donc, vous voyez que c'est ce que nous essayons de faire depuis. Et c'est vrai que... Vous avez l'impression d'y arriver? Est-ce que vous avez l'impression d'y arriver? Est-ce que si, vous pensez que... Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, vous posiez le problème de l'appropriation, de la propriété des médias. Que 60% des médias congolais sont détenus par les hommes politiques. 40% sont détenus par les confessions. Et puis, un faible pourcentage détenus par les journalistes et puis les médias publics. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 1 année et demie, ou je crois, vous allez vers 2 ans de votre mandat, vous avez l'impression d'avoir le pouvoir de résoudre ces problèmes-là? Oui. Parce qu'on se rend compte que les médias font plus de la propagande qu'autre chose au nom de la propriété médiatique. Notre problème, le plus grand problème de notre presse aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup, mais on peut les énumérer. Le contenu est déjà un problème. Or, le contenu est lié à 2 choses, principalement. La volonté du propriétaire de médias et la formation de ceux qui vont travailler. Si déjà ces 2 problèmes posent un problème, excusez-moi la tautologie, on a un autre problème. Donc, il faut d'abord repenser notre manière de voir la télévision. La télévision au Congo, elle est conçue pour quoi? Elle n'est pas conçue pour informer, malheureusement. Elle est conçue pour faire de la propagande. Elle est conçue pour honorer, encenser la personne qui a sorti son argent. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les médias au Congo, les médias appartiennent pour la plupart, sous certaines conditions, aux politiciens. Et la deuxième couche à qui appartient le média aujourd'hui, c'est les confessions religieuses. Et aujourd'hui seulement, il y a une nouvelle tendance avec les journalistes qui commencent eux aussi à avoir la télévision. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu la démocratisation de l'Internet. On peut avoir une chaîne YouTube, on peut faire ceci. Et c'est là le problème. Mais maintenant, il faut renverser la tendance maintenant. Il faudrait que les médias cessent de subir la pression politique. Parce que le premier ennemi de la liberté de la presse, ce n'est même pas le pouvoir politique. C'est le concepteur, le propriétaire de médias. Lorsque vous appartenez à un média d'un homme de l'opposition, votre ligne éditoriale est dans l'opposition. Et là, ça touche même votre crédibilité. Parce que moi, je sais que j'ai payé le prix quand j'étais journaliste, tout simplement parce que mes aspirations, mes éditoriaux, ma manière de faire les choses n'allaient pas de pair avec la volonté du patron ou la volonté des patrons. Et jusqu'aujourd'hui, certains journalistes croupissent dans cela. Dans une cartographie. Oui. Et lorsque vous êtes journaliste d'une chaîne, dans une chaîne religieuse, vous ne pouvez pas avoir une liberté pour parler de l'islam. C'est déjà une atteinte à la liberté, déjà au départ. Et vous voyez que cette liberté, elle n'est pas dérangée par le pouvoir public. Elle est dérangée par le propriétaire. Donc, c'est pourquoi je parle du mal originel, déjà. Le problème au niveau de la base. Qui détient le média? Ouais. Et puis après, vous avez la formation. De ce côté-là, vous le savez, comme moi, on a un vrai problème de la formation.
pas que de journalistes, mais de façon générale. Le système éducatif a connu des problèmes sérieux. On accuse 30 ans, 40 ans de retard. Effectivement. Et vous le savez, donc ce problème, il est là. Notre système, il est non seulement qu'il n'est pas efficace, il n'est pas compétitif, mais il ne résout aucun problème. Et là, c'est un problème que nous voyons, mais personne ne veut le comprendre. Donc, déjà, ce sont les deux grands problèmes fondamentaux. Et à ce problème va s'ajouter le problème de l'économie. On ne peut pas avoir une presse riche dans un pays pauvre. Lorsque l'économie est scandaleuse, lorsque l'économie est précaire, lorsque l'économie est mauvaise, le climat est tout simplement délétère. Christian, dans les trois problèmes que vous avez énumérés, moi je pense peut-être que c'est les financements de médias, finalement, qui est un problème. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, sans une bonne discussion sur la minute publicitaire, sans une bonne compétition au niveau des annonceurs, sans comment dire, le fait que l'État subventionne les médias, on peut vraiment arriver aujourd'hui à déposséder les médias des mains de politiciens, des églises, pour remettre cela aux mains des journalistes et que la profession évolue correctement? Non, le problème, ce n'est même pas celui-là. Le problème n'est pas de posséder. On ne peut pas déposséder quelqu'un de son bien. C'est constitutionnellement garanti. Le problème, c'est on va dire, d'exorciser d'une certaine mesure la presse. Le terme est fort, mais le contenu, la charge sémantique de mon terme, c'est plutôt dépolitiser les médias. Il faut qu'on arrive à dépolitiser. Et ça, il faut financer le média? Pas forcément. D'abord, il faut mettre la loi. Il faut faire respecter la loi. La loi dit ceci. Une chaîne de télévision doit avoir pour directeur de programme, parce que c'est lui l'interface du CESAC, le directeur de programme, les directeurs de publication, voici les personnes qui sont plus importantes pour nous. Les directeurs de programme, les directeurs de production doivent impérativement être des professionnels des médias, qui doivent travailler en toute liberté professionnelle. Et vous voyez donc, déjà, si les médias comprennent déjà cette question-là, cette dimension-là, la ligne éditoriale a trouvé le problème. Parce que mais les patrons, lui, n'a pas besoin de comprendre ça. Non, le patron n'a pas besoin de comprendre ça, mais le patron a besoin d'exécuter ce que la loi dit. Le patron ne va pas imposer son frère. Oui, mais quelle est la force de la loi derrière qui peut le contraindre à le faire? Parce que c'est lui qui sort de sa poche, l'argent qui paye tous les fonctionnaires. Encore qu'il faut qu'il paye. Ah, encore qu'il faut qu'il paye, évidemment. Mais quelle est la force qu'on donne derrière la loi? Oui. Parce que la loi existe, mais il y a beaucoup de bavures. Oui, donc justement, la loi, comme Montesquieu le dit, le pouvoir arrête le pouvoir. Nous faisons en sorte que la loi soit respectée. Ça veut dire quand nous rencontrons par exemple les médias, les patrons de médias dans un dîner ou un autre, nous leur disons la même chose. Laissez le journaliste et les professionnels travailler professionnellement. Vous pouvez inspirer votre ligne éditoriale et on va suivre votre ligne éditoriale, mais on ne va pas déranger le travail du journaliste. On ne va pas par exemple obliger aux journalistes de chanter matin, midi, soir le nom du parti, le propriétaire du parti. Parce que regardez, qu'est-ce qui se passe généralement dans les médias? Les journalistes se retrouvent dans un front qu'ils n'ont même pas demandé. Soit ils font de la propagande de leur patron, soit ils combattent les adversaires de leur patron. Alors là, ce n'est plus de la presse, ça devient autre chose, du militantisme. Et malheureusement, les gens qui font du bruit aujourd'hui sortent de ce moule-là. Ils ont été autrefois à Talakou de tel, à Talakou de tel, à Talakou de tel autre. Et aujourd'hui, ils détiennent les grands plateaux, ce sont eux qui passent avec la casquette de journaliste. Moi, je suis convaincu que le journaliste n'a pas besoin d'être neutre, mais objectif. Parce que la neutralité est une conception hypocrite. Nous le savons tous. Que la neutralité dans le jugement n'existe pas. On a le droit de porter des convictions idéologiques. Oui, portez vos convictions, mais restez objectif. Vous n'allez pas dire à CNN d'être neutre, elle ne sera pas neutre. Évidemment. Vous n'allez pas dire à TV5 ou vous n'allez pas dire à Le Figaro ou vous n'allez pas dire à un autre média d'être neutre. Non, ils ne seront pas. Mais ils vont rester objectifs dans ce qu'ils font. Donc nous devons aller dans le sens de l'objectivité de la presse, l'objectivité dans le traitement des informations. Peut-être la neutralité, c'est lorsqu'on diffuse. Mais pas quand on traite. Quand on traite, on a un penchant. Parce qu'on a quelque chose qu'on veut ressortir. On veut attirer notre attention sur un élément et pas un autre. Donc, de ce point de vue, c'est l'objectivité qui compte. Maintenant, nous, en tant que régulateurs, ce que nous faisons, c'est de rappeler aux médias, aux professionnels des médias, et surtout aux patrons de médias d'abord, de leur dire, laissez le média fonctionner professionnellement. Enlevez un peu votre poids politique. Et pas seulement le média privé, même les médias publics. La RTNC et les autres. Parlons un peu de la RTNC. Oui, c'est le même boulot, c'est le même principe. Nous demandons, c'est un combat. Comme je l'ai dit l'autre fois, le combat ici, il est
essentiellement et fondamentalement professionnelle. Nous devons nous battre pour que la politique, voilà, qu'on extirpe la politique de la profession. Effectivement. Parce que c'est ça qui compte. La RTNC n'a pas été créée dans le but d'informer, vous le savez. C'était d'abord rendre gloire et grâce au maréchal. Le président fondateur. C'était ça l'idée. C'était un instrument de propagande. 10%, 20%, on vous informe, mais pour le reste, on vous montre les acquis. Et on a l'impression que c'est pas fini. Oui, c'est une montagne. C'est comme ça que moi, je voudrais vraiment avoir l'avis du président du CESAC. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce que quand on regarde quand même le journal du soir de la RTNC, on voit qu'il y a plus de reportages politiques que le fait de société, par exemple. Tel ministre était dans tel coin, il a cité le nom du président de la République, c'est un élément de 20 heures. Mais quand vous regardez ça, parce que vous surveillez le programme de chaîne. Nous y travaillons. Et ça, je peux vous rassurer que peut-être que les gens ne le voient pas encore, mais il y a des grands changements qui ont été faits au niveau de la RTNC, dans la manière de traiter les informations, dans leur certaine ouverture. Aujourd'hui, dans le corps du journal de la RTNC, vous avez certaines informations des opposants qui ne se faisaient pas dans le temps. Mais aujourd'hui, ça commence à se faire. Et il faut continuer dans cet élan-là. La RTNC commence à couvrir les événements des opposants. Oui, ça je peux vous rassurer. Peut-être pas peut-être pas de la manière dont on veut. Parce que nous aussi au Congo, c'est vrai. Peut-être pas non plus les figures des proue. Oui, donc peut-être nous, le problème au Congo, c'est qu'on aime bien idéaliser ce qu'on idéalise. Ouais, donc on veut angéliser là où il ne faut pas angéliser. Et donc nous avons notre maladie au Congo, c'est la maladie de l'exagération. Non, peut-être qu'on a raison. C'est l'absence de la mesure. Je vais vous prendre un exemple. Quand on veut diaboliser, on diabolise. Je vais vous prendre un exemple, le président. Oui. Pendant la campagne, la RTNC a organisé une émission programme pour tous les candidats. On n'a vu aucune figure de pro de l'opposition. Si. Comment ça s'explique? Si. On n'a pas vu Martin Fayoulou, on n'a pas vu Moïse Katumbi, parce qu'ils ne voulaient pas. On n'a pas vu... Non, parce qu'ils ne voulaient pas. En fait, c'est ça. C'est eux qui n'ont pas voulu. Oui, mais c'est ça le problème, cher frère. Je voudrais que les Congolais comprennent une chose. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays. Nous pouvons nous entretuer, mais ne détruisons pas l'image et la confiance que les gens peuvent avoir des institutions. Ceux qui ont travaillé dans cette logique de détruire les institutions, ils ont détruit la confiance des gens dans les institutions. Quand ils sont arrivés au pouvoir, eux aussi, ils n'ont pas bénéficié de cette confiance-là. Parce que lorsque vous vous attaquez aux militaires aujourd'hui, demain vous allez gérer ce pays. Les gens n'auront pas confiance aux militaires parce que vous n'aviez pas eu confiance aux militaires hier. Je suis d'accord. Donc c'est la même chose aujourd'hui. La RTNC, puisqu'on en parle, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rendons compte qu'il faut organiser un débat contradictoire. Et moi qui vous parle, j'invite tous les politiciens. Je peux vous dire, j'ai réussi à atteindre tous les opposants, à l'exception de personne. Tous ont eu notre correspondance, les invitant à un cadre d'échange, à un cadre de discussion. Et c'était l'objet de dire, nous choisissons les journalistes qui vont poser les questions, nous tirons au sort, s'il vous plaît, le jour de la présentation des candidats. Et dans la directive, nous avons donné à tous les candidats présidents la possibilité de passer à la RTNC gratuitement. Vous comprenez? Gratuitement. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas passé après? C'était des procès d'intention, des préjugés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'on nous a empoisonnés. On veut nous empoisonner. Donc on ne fait pas confiance. Alors, dites-moi un peu. Ça veut dire qu'on va nous empoisonner à la RTNC. Cette chaise-là est certainement empoisonnée. Ces micros-là sont forcément empoisonnés. Jusque-là? Il y en a même qui ont dit qu'on ne viendra pas parce que Boussembe va poser des questions. Mais comment vous pensez qu'un président d'une institution va poser des questions? Alors que nous avons dit, les intervenants, en fait, disons, les journalistes ne connaîtront pas les personnes qui vont interviewer. En avance. En avance. Et ceux-là, les candidats, ne connaîtront pas non plus les journalistes qui vont leur poser des questions. La rencontre se faisait 20 minutes avant le début de l'émission. Attendez, quelle hauteur, quelle neutralité, si on doit le dire de cette façon-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas prouvé pour que les gens comprennent que nous voulons que les choses se passent bien? Non seulement qu'on leur a donné 90 minutes de passage gratuitement, non seulement qu'on leur a donné un quota de reportages à la RTNC, mais nous leur avons en plus rassuré que si vous voulez faire le direct, dites-nous. Nous allons demander à la RTNC de vous faire une facture et vous allez payer votre direct. Personne n'a usé de ce droit-là. Donc, si on n'a pas vu de reportage
des opposants à la RTNC, des émissions des opposants à la RTNC, c'est de leur faute. Mais c'est eux qui refusent. Mais ils ont refusé. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on attend. Qui est cette personne qui a envoyé un document à la RTNC et qu'on a refusé de publier? Un seul document. Dites-le nous. Ça n'existe pas. Donc, nous avons fait notre travail. On a essayé de donner le meilleur de nous. Mais si ceux-là qui devraient finalement bénéficier de ces choses ne l'ont pas fait, comment voulez-vous qu'on fasse? N'ont pas profité de cela. Comment voulez-vous que l'on puisse évoluer? Donc, je crois que c'est une question de méfiance qui a finalement malheureusement dérangé notre travail. Mais je crois que c'est dans l'apprentissage de la démocratie. Les hommes politiques comprendront que les institutions, elles sont neutres. Puisqu'elles perdurent dans le temps. Les hommes passent. Aujourd'hui, c'est Bossembe. Peut-être mon plus grand péché, c'est d'avoir été les délégués du président de la République. Mais c'est constitutionnel. Le problème, c'est que c'est légal. Ah, c'est ça aussi. Quelqu'un d'autre qui sera vous accuse, les opposants vous accusent un peu de tout. On dit que voilà, vous faites les sales boulots du pouvoir. Mais que vous voulez exposer les gens. Non, mais exposer, oui, effectivement. On voulait exposer les idées des gens. On voulait offrir une vitrine à tout le monde. Mais c'était un exercice démocratique important. Ça allait permettre aux gens de savoir quelle est la pensée des candidats X, des candidats Y. Mais en quoi est-ce que c'était mal? En fait, le problème, c'est que ne restons pas dans les préjugés parce que ça ne fait pas avancer le pays. Ce qui est important, c'est d'aider les institutions à se maintenir. Parce que regardez, aujourd'hui, c'est Bossembe. Demain, ça sera par exemple Timbalanga. Un autre jour, ça sera par exemple Chisuka ou, mais je ne sais même pas, peut-être Mbomba ou Nginda, tout ça. Ça deviendra des gens qui deviendront des présidents. C'est ça, qui seront délégués aussi par le président. Ils peuvent, parce que vous pouvez être délégué par le président et vous ne gagnez pas les élections. Ça arrive. Ah oui. Donc, le chef de l'État délègue quelqu'un. Il ne faudrait pas qu'on reste sur cette logique-là de dire on ne sait pas avancer parce que c'est telle personne, parce qu'on n'est pas d'accord avec le président de la Cour constitutionnelle, on n'est pas d'accord. Et nous, le problème, c'est quand on n'est pas d'accord avec le président de la Cour constitutionnelle, on n'est pas d'accord avec la Cour constitutionnelle. Avec l'institution. Mais il ne faut pas faire la guerre aux institutions, puisque vous allez gérer ces institutions-là. Et vous n'allez pas amener des anges. Vous amènerez des hommes qui seront critiquables. Je pense qu'il faut cultiver la culture démocratique, cultiver la culture républicaine, afin de faire passer les institutions à l'avance. Lors de votre discours programme, quand vous étiez donc investi, on peut le dire un peu comme ça, comme président du bureau, vous avez cité quelques maladies dont souffre la presse. Vous dites que la presse est devenue aujourd'hui un lieu de règlement des comptes, d'imputation dommageable, et vous vous êtes donné la mission de sortir la presse de ces problèmes-là, de ces maux. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous prendre une question d'actualité. Le scandale financier dont fait l'objet quelques ministres du gouvernement, qui a été révélé par la presse. Comment est-ce que vous, en tant que président du CESAC, vous vivez ces moments de télévision-là, où des confrères exposent, hein, c'est peut-être dans notre rôle à nous, exposent des enquêtes, mais vous savez ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'au niveau du CESAC, au niveau du monitoring, vous avez vécu cela? Bon, nous continuons à observer seulement que nous déplorons une sorte d'acharnement vis-à-vis contre les gens, et ça, ce n'est pas une très bonne chose. On peut s'arrêter, on peut dénoncer. Ça, c'est un droit inaliénable. On peut dénoncer, on peut faire des investigations, c'est bien, mais il ne faudrait pas que ça retourne, que ça soit personnel. Le problème, c'est que attaquons-nous aux faits, mais ne nous attaquons pas aux hommes. On a l'impression que c'est devenu très personnel. Alors c'est très personnel, c'est très dangereux, et ce n'est pas bien. Et de part et d'autre, d'ailleurs. Parce que le plus important, le plus dangereux, c'est quoi ici? C'est que si tous les opérateurs politiques doivent avoir leurs propres journalistes pour détruire les autres opérateurs, on aura sali la profession et ça ne marchera pas. Il n'y a pas de réaction de ces sacs. Comment on peut s'expliquer? Si, nous avons fait des invitations, nous avons lancé des invitations qui vont finalement aboutir à des sanctions si jamais les faits sont prouvés. Parce que le plus important, c'est que nous ne permettrons pas que la télévision soit véritablement une arme de destruction massive. Il ne faudrait pas que la télé soit un élément qui détruit la cohésion nationale. Il ne faudrait pas que la télé soit une arme pour détruire les autres. La télé doit consolider la cohésion nationale. La télé doit nous apprendre à comprendre les choses, à voir que ça c'est mal, ça c'est bien. Oui, mais on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est ce que nous ne voulons pas. C'est l'exagération et cette sorte d'acharnement
non, ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais la dénonciation, personne ne va vous enlever ça, ce droit-là. Vous allez continuer à dénoncer, mais dans le respect de l'art, dans le respect de la règle. C'est le plus important. Donc, on doit attendre une réaction. Oui, ça va venir. Oui, bien sûr. On a monitoré, on est en train d'étudier et je crois qu'on répondra le plus rapidement possible. Le CESAC a mis aussi en place un communiqué interdisant aux médias d'aborder les questions sécuritaires sans la présence d'un expert. Oui. Ça a été critiqué. Moi, je voudrais vous poser d'abord la première question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, dans un pays qui a 30 années de guerre, d'interdire l'information autour de questions sécuritaires? Non, ce que nous interdisons, c'est le contenu trompeur. Ce que nous interdisons, c'est le contenu malveillant. Ce que nous interdisons, c'est la manipulation de l'information. Et ce que nous interdisons, c'est la déformation de la vérité. C'est tout ce que nous interdisons. Nous disons qu'il n'est pas question que les journalistes eux-mêmes fassent des débats sur cette question alors qu'ils n'ont pas la maîtrise de la question. Oui, les journalistes ont aussi le rôle de l'investigation. Oui, ils peuvent. Oui. En ce sens, il est un peu expert. Oui, il y en a qui sont spécialisés en domaine militaire. Non, ce n'est pas parce que qui ont fait du terrain. Ils ont le droit, ils ont bien le droit d'en parler. Oui, c'est pourquoi on dit que vous avez le droit de parler de ça. Vous avez même le droit de critiquer. Mais on vous demande d'associer les experts dans vos analyses. Parce que lorsque vous faites une démarche sur l'armée congolaise et que vous n'avez pas entendu l'armée congolaise, mais c'est travail. C'est compliqué d'attendre l'armée. Mais c'est ça votre travail. C'est très compliqué d'attendre l'armée. Le travail du journaliste. Il faut beaucoup d'autorisation pour que l'armée ne parle finalement. Mais le journaliste, son travail n'est pas facile. Son travail est compliqué, exactement. Ouais. La guerre, c'est tous les jours. Oui. On doit informer les gens. Oui, mais informer quand vous êtes formé. Vous ne pouvez pas informer si vous n'êtes pas informé. Ce que nous demandons aux journalistes, c'est de s'informer avant d'informer. Mais maintenant, le problème, c'est que les journalistes se basent sur pas tous, hein. Il y en a qui font un bon travail, mais il y en a certains qui se basent sur des informations des réseaux sociaux, des informations non vérifiées, des informations, en réalité, des fake news. Nous demandons aux journalistes associés à votre démarche des experts. Mais pourquoi ne pas faire de frappe structurée? Ça veut dire qu'on interpelle ceux qui se permettent de diffuser des fausses informations que de prendre quasiment une circulaire comme ça pour dire absolument à tous les médias. Parce que moi, j'ai trouvé ça un peu contradictoire dans le sens où le gouvernement s'est bat pour mettre de la lumière au niveau international d'ailleurs sur les questions sécuritaires alors qu'à l'interne, le CESAC interdit. Non, mais la lumière, vous ne mettez pas la lumière en diffusant des informations qui ne sont pas contrôlées. Nous sommes en Ukraine. Et ça, c'est le boulot du CESAC. Nous sommes en Ukraine. Nous sommes en Russie. Les informations ne sont pas divulguées comme ça, comme on veut. La presse, elle est structurée. Il y a des choses qu'ils doivent dire et celles qu'on ne peut pas dire. C'est ce que nous sommes en train de faire chez nous. C'est pourquoi je voudrais vraiment que les gens comprennent. On n'interdit pas aux journalistes de faire son travail. Nous demandons aux journalistes de vérifier la source, de vérifier son information avant de la diffuser. Il faut confronter votre version de fait. Parce qu'il ne suffit pas de dire la localité telle est tombée. La localité, non. Vous devez avoir des éléments. Est-ce que l'information que je vais donner est de nature à consolider la paix? Parce que vous pouvez vous tromper. Vous dites que la localité telle est tombée. La localité voisine peut partir. Et vous savez ce que vous entraînez. C'est la fuite des gens. C'est, on va dire, des réfugiés qui vont partir, qui vont se créer. Et ça va être un problème du pays. Donc nous disons aux gens, travaillez, faites votre travail comme il faut, mais nous vous demandons de vérifier vos sources. Si c'est un débat politique que vous voulez faire, il n'y a pas de problème. Faites votre débat politique. Mais si vous voulez parler de l'armée, mais approchez-vous de ceux qui connaissent l'armée. Par exemple, vous voulez parler du CESAC. Pourquoi vous n'avez pas invité un professeur d'histoire pour qu'il vienne parler du CESAC? Vous avez invité le président du CESAC parce que vous voulez avoir la vraie information. Mais la même chose, si vous voulez parler de l'armée, appelez les gens qui sont concernés, qui connaissent la chose. Si vous voulez faire une émission sur la santé publique, vous n'allez pas appeler un maçon, vous n'allez pas appeler un architecte, vous allez appeler un médecin. Et je suis même convaincu que vous n'allez même pas appeler un journaliste spécialiste de la médecine. Vous allez appeler un médecin pour être complet. Alors pourquoi lorsqu'on doit parler de la sécurité, on veut faire l'à peu près? Non, c'est une question sécuritaire. Et nous tenons à ce que les gens soient en paix. Nous ne voulons pas que les choses soient... les informations passent comme les gens veulent. Non. Il a aussi été interdit aux journalistes congolais de diffuser le point de vue ou les informations sur ceux qui attaquent la République. Ah oui. Là, c'est catégorique. Mais comment on s'explique? Parce que moi, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai envie d'aller filmer la guerre qui se passe entre le Wazalendo et l'M23. Dans l'ordre de mon travail, je dois avoir les deux points de vue, les deux sons de cloche.
Dès lors que le CESAC m'interdit de ne pas interviewer ces dames 23, est-ce que je suis dans la morale professionnelle du journaliste ou je sers une cause qui est plutôt propagandaire? Vous êtes journaliste, pas dans un monde sans loi ni règles. Vous êtes journaliste dans un contexte précis. Et le fait d'être journaliste n'exclut pas le patriotisme. Et c'est au nom du patriotisme que nous ne pouvons pas donner la parole aux agresseurs du pays. Donc le patriotisme est au-dessus des faits. Non, je veux vous dire même pire que ça. C'est que ici, la liberté d'expression s'arrête là où le droit commence. Là où la sûreté nationale commence, votre liberté s'arrête là. Parce que si le pays tombe aujourd'hui entre les mains des ennemis, mais vous n'allez même pas exercer votre travail. Vous n'allez même pas parler. Vous n'allez plus exercer ça. Vous n'allez même pas plus parler de la liberté puisque ça ne veut pas exister. Ça sera un chaos et voilà, on va tomber dans la dictature. Et pendant ces moments-là, personne n'en parle. Donc ici, ce que nous demandons aux gens, ce que nous avons dit, et ça, ce n'est pas négociable. Le journaliste qui va donner la parole, directement ou indirectement, ou qui fera le relais de propos de propagandistes, croyez-moi sur parole, nous allons fermer le média. Ça sera sans hésitation. Parce qu'il est hors de question que la sûreté de l'État soit menacée par des journalistes ou par des invités. Par des invités, des journalistes. Pas question. Mais ça, on l'a dit. Mais la Russie a fait la même chose. Le Patriot Act a fait la même chose aux États-Unis. Mais l'exemple n'est pas bien choisi. Avec quel exemple? La comparaison avec la Russie, qui n'est pas un État aussi démocratiquement reconnu. Vous êtes plus démocratique que la Russie. Non, mais on regarde les rapports internationaux. Mais quels les rapports pondus par les Occidentaux, c'est ça? Oui. Les rapports pondus par les Occidentaux, vous y croyez, vous? Alors, on y croit, puisque c'est des instances internationales. Pas du tout, les instances internationales qui n'ont pas de légitimité. Il y a des ONG internationales sur les droits de l'homme. Qui n'ont pas de légitimité totale sur la question. Parce que c'est avec le prisme occidental que vous pensez que la Russie est un État dictatorial. C'est parce qu'on vous a dit ça chez les Occidentaux. Il faut aller chez les Russes et écouter aussi leur version des faits. Et aussi, ils ont leur manière de voir la société occidentale. Pour eux, c'est une société désorganisée, une société désarticulée. Chacun prêche sa paroisse. Ce que nous disons ici, c'est que en Ukraine alors, puisque vous dites que la Russie, ce n'est pas un État démocratique, l'Ukraine au moins, vous êtes d'accord avec moi que c'est un État démocratique? On peut le dire. On peut le dire. Mais pourquoi l'Ukraine interdit les informations russes? Pourquoi l'Ukraine interdit à fermer les médias russes? Pourquoi la France a fermé un média russe? Si la France qui est un modèle démocratique aujourd'hui. Oui, ils ont peut-être fermé les médias russes, mais leurs médias montrent le point de vue russe. Par exemple, quand Poutine parle, on montre. Mais regardez ce qui suit après. Quand Prigojine parle, on montre. Évidemment. Regardez ce qui suit. On fait un travail éditorial après. Voilà. Pour confronter les... Mais pourquoi c'est qu'il n'est pas le cas chez nous. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Congo, il y a des journalistes qui font tous les jours le boulot du Rwanda? Certains journalistes qui relaient tous les jours. Donc si quelqu'un me tousse, il publie. Si quelqu'un me reçoit même un portier américain, il publie. Ils sont là tous les jours, vous le savez. Mais certains journalistes. Oui, mais l'audience du journaliste dépasse le cadre national. Mais je vous prends un exemple. Monsieur Dan, par exemple, Dan Zeng un excellent journaliste. Un excellent journaliste de Congo Buzz. Il est suivi de partout. Donc, c'est lui qui se trouve, par exemple, au Cameroun, a besoin de savoir ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale, au Congo précisément. Oui, c'est pourquoi nous disons... On doit connaître tous les dés sons de cloche. Oui, à un monsieur comme ça, on dit, le travail que tu dois faire ne doit pas déranger la sûreté de l'État. En quoi c'est dérangeant, par exemple? Est-ce que vous pensez... Permettez-moi, en quoi c'est dérangeant que je prenne ma caméra, que j'aille, par exemple, excusez-moi de le dire, voir M. Nanga et vouloir avoir ses impressions à lui sur sa motivation de la rébellion? Non, on n'en a pas besoin. Est-ce que vous comprenez? On n'en a pas besoin. Parce que le monsieur a pris les armes contre son pays et c'est contre toutes les règles de notre pays et qu'on ne peut même pas écouter sa version de fait. C'est un peu comme si vous demandez aux États-Unis aujourd'hui, vous voulez écouter le point de vue d'un terroriste. Aucun micro n'est tendu à un terroriste américain. Aucun. Sa place, c'est en prison. Vous n'allez pas demander quelqu'un... Il y a eu le tour jumelle ici, la destruction des tours jumelles. Mais quel est ce journaliste qui a posé la question à un terroriste pour dire pourquoi tu as fait ça et tout ça? Mais il y a eu des terroristes qui tuent les gens tous les jours. Charlie Hebdo, pourquoi on n'a pas donné la parole à ces terroristes pour donner leur version des faits? Il y a eu un monsieur qui a tué les gens dans un parc. Pourquoi on ne lui a pas tendu le micro pour dire mais pourquoi tu as tué? Il fallait comme nous donner l'impression. Non, quand on viole les règles élémentaires de la société, on perd le droit. On perd tout son droit. Et là, on est allé à l'extrême. Et donc, pour le besoin de sécuriser notre pays, nous avons dit pas question. Et moi, j'étais en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré le groupe TikTok.
et les groupes Meta. Mhm. Je leur dis tout de suite, je leur dis, déconnectez tous ces groupes rebelles chez nous. Si vous voulez qu'on continue à travailler avec vous, bloquez ces chaînes. Bloquer ces chaînes. Et qu'est-ce que nous allons faire comme travail? Il nous a été demandé de donner la liste de tous, de tous les comptes. Ben, on sait que c'est un peu de l'hypocrisie, parce qu'ils savent le contenu malveillant, ils savent le contenu trompeur. Comment on peut, dans un État en guerre, cautionner un recrutement massif de jeunes gens pour aller faire prendre des armes contre leur propre pays? Ce n'est pas concevable. Pourquoi les comptes Twitter des Turcs, de Russes sont généralement bloqués? Et pourquoi on ne le ferait pas avec nous? Et c'était ça le débat. Donc, d'un côté, nous sommes allés sur cet angle-là, et l'autre angle, c'était la monétisation. Je dis à Meta et à comment on appelle ça, à TikTok, je dis, mais écoutez, les Congolais font un travail exceptionnel. J'ai vu des jeunes gens produire de contenus exceptionnels et qui sont suivis par plusieurs personnes. Pourquoi ne sont-ils pas monétisés? Alors, ils m'ont sorti toute une histoire, mais à la fin de compte, et le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, tous les pays africains m'ont suivi. Tous m'ont suivi, on dit, mais vous avez totalement raison, nous avons des jeunes gens qui produisent des émissions formidables, mais pourquoi TikTok ne paye pas? Parce qu'ils ont voulu nous amener la logique, non, parce que c'est l'Afrique. Je dis non, pas l'Afrique. Moi, je vous parle, je suis un ancien producteur de contenu. Et j'étais payé par YouTube. Pourquoi vous, TikTok, vous ne le ferez pas? Qu'est-ce que YouTube a fait que vous ne pouvez pas? Et c'est un autre débat technique qui finalement s'est engagé. Et ils ont promis non seulement de payer, finalement de commencer la procédure de la monétisation, mais en même temps la procédure de bloquer certains médias. Donc il y a tellement de choses à faire là-bas, à dire aussi. Donc ici, il faut comprendre que la sûreté de l'État est plus importante à nos yeux que la liberté de la presse. Ça, je peux le dire, il n'y a même pas à discuter. Donc, lorsque la sûreté de l'État est menacée, on ne peut même pas parler. Donc, le journaliste doit se réduire au patriotisme. Pas se réduire, c'est conformer. Qu'on s'est conformé au patriotisme. Oui, bien sûr. Dès lors que la sûreté de l'État est... Bien sûr, parce qu'aucun journaliste rwandais ne parlera du bien du Congo. Aucun. Alors qu'il est libre lui aussi. Mais pourquoi vous voulez nous parler du professionnalisme ici et pas le Rwandais? Quel est ce journaliste rwandais qui vit au Rwanda, qui parle en bien du président? Mais l'exemple n'est pas le bon. Là-bas, c'est une dictature. Nous ne sommes pas une dictature, nous sommes une démocratie. Je vous ai parlé de la France. C'est pas une dictature. Les inconvénients de la liberté, c'est que voilà. Mais et la France alors? La France, ce n'est pas un pays dictateur, c'est pas un pays démocratique. Et les États-Unis ne sont pas des pays démocratiques. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait que le Congolais comprenne que son pays est plus important que sa profession. Nous devons comprendre cela. Notre pays, la survie de notre pays, la paix dans notre pays est plus importante que nos petits intérêts. Je suis journaliste parce que le Congo existe. Si le Congo s'arrête aujourd'hui, je ne sais plus exercer mon journalisme. En 96 et 98, vous avez vu dans quelles conditions les journalistes essaient de se trouver? Parce que c'était une rébellion. Et mais il faut vous poser la question à vos frères qui sont à Bounia là-bas, qui sont en Ituri, qui sont dans les milieux où les problèmes arrivent, généralement dans les coins où les terroristes du M23 sont là. Posez-leur la question dans quelles conditions ils travaillent. On a fermé Top Congo là-bas, on a fermé certains médias là-bas. Des gens qui prennent la liberté, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Donc, on ne peut pas continuer à laisser des gens informer les Congolais sur des histoires qui ne sont pas vraies. Quel est l'intérêt qu'un journaliste a pour dire que notre armée est en train de perdre, et ainsi de suite? C'est quel intérêt? C'est un fait. Quel fait? Ça veut dire que s'il y a eu une bataille que j'ai observée, que j'ai couvert, où l'armée a perdu, je dois le dire. Ah mais non! Là, vous savez combien de fois l'armée américaine a perdu? Là, je suis au service de la propagande. Non, pas la propagande, au service de votre pays. Je vous donne un exemple. Vous savez combien de guerres l'Amérique perd tous les jours? Vous savez combien de militaires américains meurent? Oui, mais c'est pas un bon exemple. Mais comment ça? C'est pas un bon exemple. Quel est le bon exemple? C'est-à-dire que on doit diffuser désormais les points de vue de l'État. Non, mais arrêtez. C'est ça justement la propagande. On manipule l'opinion. Non, ce que vous devez arrêter. C'est-à-dire le journaliste doit dire, par exemple, l'armée congolaise a confronté les mouvements terroristes dans un coin, elle a perdu. Non. Les journalistes ne peuvent pas le dire. Non. Non, vous ne pouvez pas, malheureusement. Vous ne pouvez pas. Et surtout quand on sent, quand la tendance, l'orientation de l'information est de nature à démobiliser les autres militaires. Ça, on ne peut pas comprendre. Comment vous allez parler de cela? Je veux dire, même du point de vue de l'éthique. Comment vous dites ça? Donc, ça veut dire que vous dites aux gens, notre force armée, vous dites non, ne vous battez plus parce que de toute façon, vous êtes en train de perdre. J'ai entendu des journalistes se dire, depuis qu'on a commencé cette guerre, l'armée ne fait que perdre. Vous trouvez ça normal? Si l'armée ne faisait que perdre, on aurait perdu Goma. Pourquoi on ne perd pas Goma? Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur le prouesse de l'armée?
Pourquoi vous ne mettez pas l'accent sur la victoire de l'armée? Mais si on n'a pas, président. Mais si on n'avait pas... Non, mais vous vous rendez compte que vous demandez aux journalistes de faire de la propagande? Non, c'est pas ce que je demande. De Je vous donne un dire ce qui exemple. n'est pas. Non, non, je ne demande pas aux gens de mentir, non. Je vous dis ceci, ne faites pas la propagande de l'ennemi. Ne faites pas la propagande de l'ennemi, parce que vous n'avez pas de preuve que l'armée n'avance pas. Parce que si l'armée n'avançait pas, on allait perdre ce pays. Aujourd'hui, on a par exemple des militaires au combat qui filment eux-mêmes. Oui, mais Par exemple, ils filment la défaite. Ils filment dans des situations où ils sont en difficulté, où ils perdent des camarades. Ça non plus, on doit pas Mais le c'est dire. normal. Ça, c'est dans une situation de la guerre, là-bas, ils sont là-bas en train de le faire. Oui, mais vous n'allez pas, vous, en tant que journaliste, diffuser une information en fonction d'une vidéo que vous avez vue. Donc, vous ne connaissez même pas la véracité de fait. Et si c'est un montage? Et si c'est le jeu de l'ennemi? Il suffit d'être habillé en uniforme de la République du Congo, de FARDC pour être un FARDC? Non. Ça peut être le jeu de l'ennemi. Ça peut être voilà, des rebelles qui se jouent, ils font le jeu. Ça peut être ça. Ce que nous demandons aux gens, voilà pourquoi nous demandons de vérifier l'information. Quand vous avez une vidéo comme ça, vous contactez l'armée. Est-ce que c'est vos militaires? Est-ce que c'est la position en réalité? Est-ce que c'est ça la bonne information? Mais en cas d'information, vous avez dit qu'il ne faut pas le diffuser. Non. Même si c'est vérifié que voilà, l'armée a perdu une bataille, vous dites ici qu'on ne peut pas. Non. Je répète, je dis ceci. Lorsque notre armée essuie des défaites, il n'appartient pas aux journalistes de l'attester. Non. Il appartient aux forces de la République, aux FARDC, de donner la bonne information. Vous pouvez vous limiter à une information qui n'est... Enfin, ce que je veux dire, une information qui ne donne pas, à la limite, un peu comme si c'était une parole d'évangile. Non. Donc, voilà. Je veux dire, n'affirmez pas ce que vous ne savez pas encore. Ce qui n'est pas affirmé par l'État, ne l'affirmez pas. En fait, j'essaie d'expliquer que nous sommes dans une situation... C'est complexe tout de même. De guerre. On ne peut pas se mettre à dire l'armée a essuyé des défaites. Mais non, ça ne se dit pas. Je vous donner un exemple simple. Mais à chaque fois que je vous donne un exemple, vous dites non, c'est pas un exemple. Moi, j'aurais voulu que vous admettiez peut-être que, voilà, au nom du patriotisme, on demande aux journalistes de faire de la propagande. Non, il n'est pas question de faire la propagande. Parce que là, on relaye essentiellement le point de vue de l'État. Mais à part l'État, vous voulez relayer quelle autre enfant? Nous sommes un autre pouvoir. Nous sommes un quatrième. Mais vous êtes réglé par le pays, vous êtes régulé. Je suis d'accord. Votre pouvoir est régulé par Je suis le pays. d'accord. Oui. Mais nous n'avons pas d'injonction à recevoir de ce pouvoir. Malheureusement. Si. C'est ce que je dis. Je vous ai demandé d'éviter l'idéalisme. C'est pourquoi je dis au Congo, nous idéalisons tout. Je ne veux pas emprunter le terme du président Bosso qui disait qu'il n'y a chose à traiter. En fait, on est dans un cas précis. Il s'agit de la guerre. Il s'agit de la vie du pays. Il s'agit de tout ce qu'on a de plus précieux, notre patrie. Et vous allez vous mettre à dire l'armée a perdu ceci, l'armée a perdu cela. Encore qu'il n'y a même pas de faits. Puisque vous dites qu'il y a des faits, il n'y a pas de faits. D'abord, il n'y a pas de faits. Tous les États au monde se font critiquer quand ils perdent la guerre. Moi, je me rappelle de la guerre. Mais il faut d'abord la perdre. Je me rappelle de la guerre de Vietnam que les États-Unis ont perdue. Il y a beaucoup de journalistes qui ont critiqué. Oui, mais comment ils l'ont critiqué? Et puis là, c'était une guerre perdue. Oui, mais nous, on n'a pas perdu la guerre. Nous, on est en train de se battre. On n'a pas perdu la guerre. Nous n'avons pas perdu la guerre. C'est parce que vous ne voyez pas notre armée efficace. Donc, si ça dure 30 ans, cette mesure-là va durer 30 ans. Elle durera même un siècle, si possible. En tout cas, ce que je peux vous rassurer, moi, président du CESAC, je ne permettrai à aucun journaliste de mettre en péril la vie de nos compatriotes, de mettre en péril la sûreté de l'État. Ça n'existera pas. Et nous, en tant que CESAC, en tant qu'institution de la République, nous ne permettrons pas que les gens s'hasardent comme cela. Mais si l'armée, puisqu'il y a eu des moments... Mais attendez, notre armée, elle est même parfois plus explicite. Si, elle communique. L'armée a déjà dit plusieurs fois qu'on a perdu tel territoire. Oui, les journalistes communiquaient sur le fait que l'armée a perdu un territoire. Mais ce n'est pas aux journalistes de commencer une information pour dire qu'on a perdu Chalunda alors que notre armée congolaise n'a pas encore dit qu'on a perdu Chalunda. Je vous donne un cas de figure. Imaginons, on ne dit pas que c'est vrai, imaginons que l'armée, pour des raisons de sûreté nationale, fait une forme de propagande. Concocte une action, par exemple, non, on a arrêté tel. Moi, en tant que journaliste, je vérifie, je me rends compte que ce n'est pas vrai. Est-ce que je suis en devoir de diffuser mon enquête qui contredit les affirmations de l'armée dans une circonstance de guerre comme la nôtre? Non. Oui ou non? Non, malheureusement, non. Ça, c'est de la propagande. Non. En fait, si votre conviction... Admettez que sur ce point-là,
on m'a enlevé de toute ma liberté. Non, mais votre liberté est circonscrite. Votre liberté se limite là où la sûreté de l'État commence. C'est un peu comme pour dire, j'ai le droit de jouer la musique comme je veux. Mais on me dit que là, à côté, il y a des malades qui sont là. Et pour des raisons de leur santé, on ne joue pas de la musique. On m'a restreint ma liberté. J'aurais bien voulu jouer la musique. Mais puisqu'il y a des malades qui sont là et on m'oblige de ne pas le faire au nom de cette maladie-là, au nom des malades-là, je ne le ferai pas. Il faut le prendre plutôt de cet angle, dans cet angle-là, pas dans un autre angle. Mais par contre, votre question est pertinente. Lorsque vos convictions, on vous dit, vous dites qu'il y a on a fait l'armée veut diffuser quelque chose. Et vous avez fait un travail. Vous vous êtes rendu compte que l'armée n'a pas la vérité. L'armée a menti. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'allez pas diffuser ce que l'armée vous demande. Mais vous n'allez pas contredire ça. Pour le besoin de la paix, pour le besoin de la quiétude de gens, vous n'allez pas le faire. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vécu la guerre? Permettez-moi de discuter avec vous. Personnellement, non. Non. Moi qui vous parle, je sais. Je suis né dans cette condition-là. Je fuis la guerre. Je sais comment une information peut faire bouger tout un village. Il suffit d'entendre que telle ville est tombée pour que les villes avoisinantes partent en courant. Laissons tout. Et vous n'imaginez pas les préjudices. Et on ne peut pas laisser les journalistes imaginer qu'ils sont dans un état, ils sont dans une condition d'extrême liberté, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont libres. Non, non. Nous disons aux gens, voici votre liberté. Mais elle s'arrête ici. Elle s'arrête lorsque la sûreté de l'État est menacée. Vous n'êtes pas obligé d'accompagner l'armée dans sa lutte. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous êtes obligé de ne pas combattre l'armée. C'est tout ce que nous demandons. Donc il y a un peu du personnel dans cette décision. Quel personnel? Du fait que vous avez vécu la guerre et vous comprenez ce que c'est de fuir la guerre. Donc il y a une dimension un peu personnelle de la décision de... Dans chaque décision, il y a toujours une dimension personnelle. Oui, mais il ne faut pas que la dimension personnelle obscurcisse la dimension objective. Nous restons objectifs, nous disons aux gens, votre liberté, elle est là, soyez libre. Moi, je vous conseille, faites votre travail comme il faut. Mais il y a des choses qu'on ne vous laissera pas dire. Par exemple, le nombre des armements que nous avons. On ne vous laissera pas dire. Un journaliste ne peut pas, au cours d'une émission, dire que nous avons obtenu, là, on vient d'acquérir 50 chars de combat de type tel. On a maintenant dans nos réserves, nous avons des munitions de tel. D'ailleurs, le président vient de signer un accord avec la Russie. On nous a accordé 3 avions. Un est en panne, 2 sont très efficaces. Ils sont placés à Chaboun. Ah non, on ne permettra pas. Au lieu d'interdire, faites en sorte que les journalistes ne soient pas au courant, tout simplement. Non, que l'armée soit un peu plus discrète. Non. Que la politique, le gouvernement soit un peu plus discret. Avec l'Internet, aujourd'hui, c'est difficile de cacher une information. C'est difficile. Nous sommes dans un monde où la démocratisation est très avancée sur l'information. Mais notre travail des régulateurs, c'est de faire en sorte que les informations ne fuitent pas et ne tombent pas entre les mauvaises mains. Mais après, les journalistes congolais ne sont pas que de méchants. Regardez comment les journalistes congolais se comportaient pendant les élections. Et si je peux vous rassurer, si nous continuons à nous battre aujourd'hui, c'est parce que les journalistes congolais se sont battus. Les journalistes congolais ont accompagné l'armée, ont accompagné le pays. J'ai vu les journalistes de l'Est de la République, comment ils sont en train de traiter l'information, mais vous n'avez aucune idée du professionnalisme de ces gens exceptionnels. Moi, les journalistes congolais, ceux qui sont à l'Est de la République, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ils font un travail formidable. Et vous ici même, au Congo, pas de peur. Vous ici à Kin, vous faites un travail exceptionnel. Mais il y en a, comme on dit toujours, certaines, des journalistes dont on connaît les origines, du financement. Nous savons à quoi ils jouent. Mais dans l'ensemble, les journalistes congolais ne sont pas à plaindre. Vous avez vu le travail qu'ils ont fait pendant les élections. On a failli tomber dans une guerre civile ici. Mais n'eût été le professionnalisme et la grandeur de certains journalistes, on serait dans du vrai n'importe quoi. D'ailleurs, une dernière question. Le CESAC a laissé un peu les politiques dire tout et n'importe quoi. Et ça passait à la RTNC. Je prends un exemple. Quand on traite un autre candidat, des candidats de l'étranger, ça frise la discrimination. Non, ça c'est pas. Mais on n'a pas entendu les sanctions. Non, ça c'est pas grave. Ça c'est dans l'espace. C'est pas grave. Non, ça c'est dans l'espace. De dire à l'autre qui n'est pas congolais. Mais s'il n'est pas congolais, il n'est pas congolais. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais s'il n'est pas congolais, il n'est pas congolais. Parce qu'on l'a entendu pendant la campagne. On parle de qui? Non, les candidats se sont dit candidats de l'étranger. On a donné des nationalités aux gens. Sans vérification. Bon, ça, mais on a laissé les médias diffuser ça. Oui, c'est un peu comme quelqu'un qui dit ne votez pas pour ceux qui sont là au pouvoir, c'est des incompétents, ils ont détruit le pays. Ça rentre dans les débats
politique, ce n'est pas une discrimination. Ne votez pas pour eux parce que voilà, ils ont été pris en charge par leurs femmes en Belgique. Ça rentre dans l'ambiance du débat. Donc, vous voyez que vous n'avez pris qu'un camp. Moi, je vous ai donné l'autre camp. Évidemment. Donc, on a tous les sons de cloche comme ça, mais nous savons. Mais lorsque nous allons, par contre, lorsqu'on attaque une tribu, ou lorsqu'on attaque une ethnie, alors en ce moment-là, on intervient directement. On l'a fait d'ailleurs. Certaines personnes se sont attaquées aux tribus et aux ethnies. Nous avons réagi rapidement. Donc, en tout cas, il faut rassurer une chose, que le CESAC est totalement, comme institution, neutre. Parce que comme institution, on est neutre. C'est au milieu du village. Au milieu, en tout cas, nous essayons de suivre chaque débat. On essaie de suivre chaque chose. On se dit, ça, c'est pas bien fait. Ça, c'est bien fait. Et c'est pratiquement tout le temps que j'ai des rencontres avec les membres de monitoring, avec qui je discute froidement, clairement, sur des questions claires. Je leur dis toujours, vous allez poser la question, lorsque vous monitorez, ne monitorez pas sur base de vos passions et sur base de vos penchants politiques. Monitorez comme il faut. Et ne m'amenez pas des décisions de monitoring pour me faire plaisir. Amenez-moi des décisions de monitoring que je voudrais voir. C'est-à-dire, voilà, il faut régler ceci, il faut régler cela. Donc, malheureusement, nous avons une mauvaise conception certaines personnes ont une mauvaise conception du CESAC, pensant que le CESAC veut réduire la liberté. Non, pas du tout. Nous ne voulons même pas restreindre. La mission principale du CESAC, c'est de protéger la liberté d'expression. Mais comme vous le savez, réguler sans museler. C'est là notre plus grand travail. Donc, nous devons réguler sans museler. Nous devons protéger les libertés individuelles, les libertés fondamentales, mais nous devons aussi en même temps regarder la sûreté de l'État. Parce que nous sommes dans un secteur sécuritaire. À travers les médias, on peut nous détruire. Vous avez vu la décision qu'on a finalement... c'était l'interdiction de toutes les chaînes rwandaises. Voyez-vous, c'est des grandes décisions qui peuvent déranger. Non, on a finalement arrivé à prendre des décisions comme ça. Donc, c'est pour l'intérêt du pays que nous travaillons. Il faudrait que certains journalistes, cessent de penser qu'on est contre eux. Et heureusement pour moi, les journalistes, les vrais, le bon journaliste, ont compris. Voilà pourquoi je suis, aujourd'hui, on va dire, pas le plus aimé, mais en tout cas le plus proche d'eux. Le plus proche des journalistes. Oui, le plus proche des journalistes. Vous êtes sûr? En tout cas, à mon avis. C'est vrai, si vous... Parce qu'il y en a, il y en a un camp qui est connu, qui vous aime pas beaucoup. Je peux savoir les camps. Qui d'ailleurs était un peu vos amis. On dit que vous êtes fâchés de temps en temps en ce moment, mais bon. Non, pas du tout. C'est ça aussi le comble. J'aurais bien voulu parler de cela, mais moi, malheureusement, vous allez les rencontrer tous, ils vous diront que j'ai eu des rapports personnels avec chacun, avec chaque journaliste, et nos rapports ont toujours été différents, selon que je rencontre les gens. Et jamais eu de problème. Jamais. J'entends tous les jours les critiques qu'on fait sur moi. J'entends tous les jours les attaques même. Mais vous allez leur poser la question. J'ai jamais gardé rancune ni rancœur. Quand je le rencontre, on discute, on parle. Et puis c'est tout. Je sais que je suis régulateur. Donc ça va être normal. C'est normal qu'ils m'attaquent, qu'ils me critiquent. Parce que les journalistes sont jaloux de leur liberté. C'est tout à fait normal. C'est normal qu'ils sont jaloux de leur liberté. C'est comme les joueurs qui sont jaloux de leur jeu. Quand un arbitre essaie d'aller plus loin, non, tu n'es pas d'accord avec nous. Mais il faut que les gens comprennent. C'est pour leur intérêt. Donc même quand même quand nous sanctionnons un média, c'est dans l'intérêt d'abord de ces médias-là et du pays. On a fini, Maître Christian. C'était un plaisir. Mais j'ai une dernière question. Allez-y. Une dernière. À quand la culture congolaise dans l'espace médiatique? Trop de politique. Quand va-t-on voir des programmes qui promouvoient comme ça la culture? Alors, nous sommes en train de travailler un programme, un projet d'incitation d'un contenu constructif. C'est tout un grand programme, mais ça demande beaucoup de moyens. Nous demandons donc à l'État de nous aider à matérialiser cela. On ne peut pas conduire ou diriger un pays de cette façon. C'est-à-dire avec autant de médias, d'abord et aussi avec autant de missions politiques comme cela. On a bien de choses à dire. Vous avez aujourd'hui l'intelligence artificielle qui arrive. L'intelligence artificielle va chasser beaucoup d'emplois. Nous devons nous préparer à cela. Beaucoup de métiers vont s'arrêter parce que l'intelligence artificielle imposera. Les métiers des comptables, les métiers des chauffeurs, les métiers des pilotes, les métiers
on va dire des MC, les métiers des journalistes même. Quelques métiers d'ouvriers. Pas mais quelques, tous les métiers d'ouvriers. Vous allez voir que tous ces métiers-là vont finalement s'arrêter. Même le journalisme aujourd'hui aura un coût. D'ailleurs, le journalisme connaît un coût maintenant avec les créateurs de contenu. Effectivement. Et pas journaliste, mais dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va passer à autre chose. Ça sera maintenant la machine qui va parler. On aura on a déjà des plateformes où c'est la machine qui parle. Donc moi, je ne fais qu'écrire. Et d'ailleurs, il y en a des machines où c'est la machine qui génère. Les métiers d'enseignant aussi. Oui, les métiers d'enseignant partira. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, il faut apprendre ça à nos enfants. Est-ce que dans le monde dans 10 ans, le monde dans 20 ans, ça doit passer dans nos médias? Il faut donc avoir des programmes constructifs sur la question. Comment nous allons faire la réunion, la rencontre avec l'intelligence artificielle? Nous avons beaucoup de choses. Nous avons la gastronomie comme richesse de notre pays. Comment on prépare ces choses-là? Nous avons beaucoup de choses. On a une histoire dans ce pays. On a l'histoire. Pas seulement la musique, nous avons d'abord l'histoire. On a le cinéma, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à promouvoir dans ce pays qu'il faudrait maintenant former les jeunes gens. Il y a des documentaires à présenter. La vie des Pygmées, la vie de Bantou, la vie de nos ancêtres, même au niveau des maladies. Comment nous parlons de nos maladies? C'est quoi le diabète? C'est quoi les remèdes? Et tout ça. La médecine traditionnelle, elle est là. La médecine traditionnelle elle-même peut nous donner des contenus, mais des contenus importants. Donc, il y a tellement de choses à donner, à montrer aux gens, que nous devons inciter les jeunes gens à le faire. Au lieu de laisser les jeunes gens danser, jouer comme ils le font. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut montrer. Et ça, on a des projets, on a des programmes. Vous l'avez dit, quand on a commencé... le CESAC, j'ai un projet. C'était sur base de ça que j'avais été élu. J'ai un projet que j'ai présenté aux gens, mais il faudrait qu'on nous aide à matérialiser ce projet-là. Mais depuis qu'on a donné ce programme jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de ce moyen-là. Le financement n'est pas encore arrivé. Pas du tout, pas sur ce programme-là. Il y a tellement de choses à faire. Je viens de faire un projet ici avec les TikTokers. J'ai simplement dit qu'il fallait que je les rencontre. Il faut une table ronde avec ces jeunes gens. Il faut parler avec ces TikTokers, ces influenceurs. Il y en a qui ont 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Mais c'est des personnes qu'on ne peut pas laisser. Il faut aussi réguler le contenu là-bas. On est en train de le réguler. Mais c'est justement pour ça qu'on est en train de faire. Donc, on les invite, on discute avec eux, puis nous signons une charte. Et c'est cette charte de réseaux sociaux qui va nous aider à endiguer cette délinquance sur le réseau. On se plaint tous, mais est-ce que nous avons donné les moyens au CESAC pour réguler ce problème-là? Il faut le faire. Il n'y a pas que ça, il y a les comédiens. Aujourd'hui, ces comédiens, il y en a qui commencent à nous faire, à diffuser un contenu littéralement homosexuel. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut les inviter, ces jeunes gens. Il faut parler avec eux. C'est des pépites. Moi, je vois des comédiens, mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux. Mais il faut les encadrer maintenant. Nous avons des artistes et musiciens. Et même, je vous dis un truc important, peut-être que ce n'est pas encore dans la tête de plusieurs personnes. La musique congolaise est en train de renaître en France. Pas avec les concerts, mais avec des jeunes gens. Nos artistes ont fait des enfants avec d'autres nationalités, avec des Français, même avec des Congolais en France. Aujourd'hui, vous avez des jeunes gens. Ils ont 18, 19, mais quel talent! Qui colonisent le marché des disques, au carré. Vous avez tout compris. Pourquoi ne pas faire porter à ces jeunes gens la charge de notre pays? Pour qu'ils vendent notre pays. Parce que cet enfant qui est né en France, qui a grandi en France, il a des amis français. Lorsqu'il va à l'Assemblée nationale, il y a son ami qui est allé à l'Assemblée nationale, qui est député. Il comprend mieux qu'un discours politique. Donc, si lui porte la culture, il porte la charge de notre pays, dans moins de 6 mois, on est connu autrement. Il y en a tellement de programmes comme ça qu'on peut faire si on veut. Donc, il y a ces jeunes gens-là, vous avez des jeunes gens, des comédiens, vous avez des chanteurs, vous avez des influenceurs. On a tous ces gens. Des cinéastes. Des cinéastes. D'ailleurs, dans l'industrie du cinéma français, nous avons des cinéastes importants. Et énormément. Énormément de gens talentueux. Et nous avons les plus vieux cinémas d'Afrique, si je me trompe. Alors, si nous n'avons pas conscience de ces choses-là, on ne va pas faire changer les choses. Et il faut le faire. Est-ce que vous savez qu'au Congo, aujourd'hui, on a des talentueux qui n'ont jamais vu l'Europe? Mais ils sont là. Pourquoi ne pas faire un concours des talents sur la question? Pas que les chants, les génies en herbe, les concours d'histoire, d'éloquence, d'épellation. Mais quelle de choses qu'on peut présenter à la télévision. Il peut venir du Kolwezi, peut venir de Djungu, peut venir de Kanabayo, peut venir de Lissala. Et s'ils ont cette compétition de temps en temps, notre paysage médiatique va changer. Les gens vont quitter un peu la politique
Ils vont s'intéresser à la culture et autre chose. Et moi, je crois que c'est ça qui peut nous sauver, qui peut nous sortir de là où nous sommes aujourd'hui. C'était donc Choc d'idées avec Maître Christian Bossembe. Je rappelle qu'il est président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de communication. Il nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, Maître. Bon, peut-être demander aux journalistes de continuer à faire confiance au CESAC. Demander à la population de continuer à nous faire confiance. Je reviendrai, ça je peux vous le promettre, je reviendrai avec vous pour une émission mieux élaborée sur le programme. Ok. D'accord? Comme ça, les gens comprendront nos ambitions. Et je viendrai vous donner 2-3 programmes. Le premier, ça va être sur les réseaux sociaux. Il vous reste combien? 4 ans? 3 ans? Oui, 4 ans. On en a encore quand même. Donc il est important d'en parler. Oui, je viendrai avec vous et vous donner la primeur de cela. C'est-à-dire, on va parler ce que nous pensons pour les réseaux sociaux, ce que nous pensons pour les médias traditionnels. Ces 2 projets, vous allez voir que ça va être formidable. On est là. On est prêt à accompagner le CESAC. J'attendrai votre temps. C'est à vous de vous donner. Effectivement, on va vous contacter. Oui. Merci à vous. Regardez cette émission, ne la regardez pas seul. Abonnez-vous, continuez à partager. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, avec un autre invité. Merci.